Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette 30e édition des rencontres d'Averroès. Donc je voudrais placer cette édition, cette 30e édition, sous le signe de l'écoute et de la bienveillante attention face au grand fracas du monde qui nous percute. Je voudrais les placer aussi sous le signe de l'amitié et les dédier à une belle personne, Lotfi Madani, véritable homme des deux rives, qui vient de nous quitter à Marseille vendredi dernier. Lui qui fut un des fondateurs de Alger Chaîne 3 et du site Maghreb Émergent. Lui qui n'a pas cessé de défendre la liberté de penser et l'exigence d'écrire juste. Que la noblesse et la justesse de son esprit nous accompagnent tout au long de cette 30e édition. Alors je n'aurais jamais imaginé, au moment de leur fondation, que ces rencontres dédiées à la Méditerranée puissent avoir une telle durée et un tel élan. On le doit sans doute d'abord à vous, le public de Marseille, qui nous portez véritablement. Est-ce que c'est une singularité de Marseille d'aimer le débat? Je fais baisse de le croire et de l'avoir expérimenté. Marseille a ce goût de la rencontre. Alors les rencontres d'Averroès sont nées dans un horizon de paix, notamment au Proche-Orient, dans le prolongement des accords de Madrid et d'Oslo, de la conférence et du processus de Barcelone dans les années 90. Nous sommes aujourd'hui, tout au contraire, dans un état de guerre entre Israël et Palestine. Et il est plus nécessaire que jamais de nous retrouver ici, au théâtre de la Criée, dont je remercie toute l'équipe et Robert Henouchi pour son hospitalité. Et donc il est encore plus nécessaire que jamais de nous retrouver sur le vieux port de Marseille pour nous parler. Les rencontres d'Averroès sont en effet un lieu libre de délibération, là où des points de vue contradictoires peuvent s'exprimer dans un lieu de parole dans la cité qu'est un théâtre. C'est un lieu de délibération, mais avec une exigence, l'écoute, l'éthique de la discussion, le désir de décentrer ou de renverser son propre regard pour tenter d'entendre le point de vue de l'autre, même s'il y a un profond désaccord. Et je dirais surtout s'il y a un profond désaccord. C'est tout le sens et la force d'un lieu de délibération qui est partie prenante de la démocratie. Ni dos à dos, ni face à face, mais ensemble, autour d'une même table pour penser la Méditerranée des deux rives. Alors en plongeant dans l'histoire des rencontres d'Averroès, je suis tombé sur cette très belle citation de Plutarque. Et il est politique d'ôter à la haine son éternité. Compte tenu de ce qui se passe sous nos yeux entre Israël et Palestine, en plein cœur de la Méditerranée, cette maxime ou ce principe pourrait nous guider tout le temps de nos débats. Cette année, pour cette 30e édition, un titre et une interrogation, tout empire périra. Ça va nous servir de fil conducteur tout au long de ces journées et de cette question au long cours, cette dialectique de l'histoire peut-être entre le droit et la force. Donc 4 tables rondes sur lesquelles je reviendrai, et puis bien sûr des spectacles. On a annoncé la soirée assez formidable qui s'annonce autour de René Char et de ses poèmes de la Résistance. Un autre moment de spectacle autour de Rodolphe Burger, dans le sillage de Rachita, autour du groupe Mademoiselle, où là, il reste encore quelques places. Et puis, dimanche après-midi, pour cette 30e édition, un grand moment un peu mystique autour des derviches et de cette beauté dont on a le plus grand besoin aujourd'hui. Mais le cœur et l'épine dorsale, je dirais, des rencontres d'Averroès, ce sont évidemment les tables rondes. Et donc, 4 tables rondes vont se succéder, s'enchaîner ici au théâtre de la Criée. La première, animée à l'ami Jean-Christophe Ploquin du journal La Croix, qui est partenaire au long cours et fidèle aux rencontres d'Averroès. Il me rappelait tout à l'heure
qu'il était dès la première édition en 1994. Donc, Empire de Dieu contre Empire des hommes. Je laisserai bien évidemment présenter sa table ronde. Demain matin, animé par Joseph Confavreux, autre partenaire de Mediapart, jeu d'empire entre empire ottoman et empire coloniaux. Troisième table ronde, animée par Juliette Rangeval de RFI, Radio France Internationale, retour d'empire. Et enfin, la quatrième table ronde, que j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer dimanche matin, sur le thème « Au-delà des empires ». Donc, par-delà la dialectique entre la force et le droit, nous allons interroger l'espérance, dans le plus noir du tragique dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Il y a une très belle citation de Bernanos qui ouvre d'une intervenante qui dit ceci: « La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. » Si les rencontres d'Averroès ont un sens et une raison d'être, c'est bien dans la recherche de ce désespoir surmonté. Donc, place maintenant à Jean-Christophe Ploquin et à ses invités de la première table ronde. Merci de votre écoute et bienvenue à cette 30e édition des Rencontres d'Averroès. Merci. Merci Thierry Fabre, merci pour cette nouvelle édition des Rencontres d'Averroès. Effectivement, pour la Croix, c'est un grand plaisir et un honneur d'être partenaire de cet événement qui permet de brasser des idées et effectivement de participer au débat, à la confrontation des idées, à l'échange. Donc cette première table ronde réunit 4 historiens, des historiennes et un historien. 3 historiennes et un historien. Et donc, c'est une table ronde qui va remonter loin dans le passé, puisque ces intervenants autour de moi vont nous raconter un petit peu l'Antiquité romaine, mais aussi le surgissement de l'Empire islamique, mais aussi l'Empire byzantin. Et on essaiera de voir quelles sont les rémanences un petit peu de ces grands ensembles géopolitiques dans lesquels la religion joue un rôle, et on s'interrogera là-dessus, ces grands ensembles géopolitiques qui ont marqué la Méditerranée. Et pour commencer, je me tourne vers Claire Setinel. Bonjour. Vous travaillez donc sur l'Empire romain. Et peut-être la première question, c'est qu'est-ce qui a permis à cet Empire romain de durer? Vous avez l'Empire romain, d'abord, ce n'était pas un empire, c'est devenu un empire finalement à une période que vous pourrez peut-être nous préciser. Mais je voudrais notamment, plutôt que refaire l'histoire de l'Empire, peut-être que vous nous racontiez ce qui s'est passé avec l'édit de Caracalla, c'est-à-dire ce moment où finalement l'Empire englobe finalement tous ses citoyens. Alors merci de cette question et merci aux organisateurs de m'avoir invité. La question est immense et très, très, très vaste. Quand on parle de l'Empire romain, on parle d'un des empires les plus caractéristiques et référentiels en quelque sorte auquel on retourne un petit peu toujours. C'est loin d'être le premier des empires existants, d'être le plus ancien. Et par empire, j'entendrais ici un système politique dans lequel un centre exerce le pouvoir sur une périphérie. Parce que je n'entendrais pas un système politique avec un empereur à la tête de l'État, où là, l'Empire romain commencerait avec Auguste, et avant, c'est la République. On connaît bien, il y a la République et l'Empire. Mais les Romains eux-mêmes parlent d'Empire romain à partir du moment où ils commencent à conquérir un territoire au-delà de la cité de Rome et à trouver des façons de faire durer dans le temps
la domination qu'ils obtiennent au terme d'une victoire. Et c'est cette domination qui dure dans l'espace, qui s'étend dans l'espace et dans le temps, qui fait qu'on parle que ce mot d'imperium, qui veut dire le pouvoir, tout simplement, le pouvoir qu'on exerce sur autrui, devient un modèle politique. Donc déjà, pour les Romains, il y a un empire quand Rome domine l'Italie et la Sicile, et qu'il vainc Carthage sans attendre qu'il y ait un empereur. L'empereur n'est pas indispensable pour qu'il y ait empire. Donc l'empire, vous nous parlez de conquête, vous nous parlez de violence, mais est-ce que ça se résume à ça, un empire ? Non, bien sûr, ça ne se résume pas à ça. Je parle de conquête, et la conquête se fait par la violence, elle se fait pas, même s'il y a beaucoup de négociations dans l'histoire de l'Empire romain, mais c'est le système politique dans lequel les éléments conquis demeurent dans la même structure politique. Ça se fait par un outil qui est très simple, qui est le tribut, c'est-à-dire que les espaces conquis, les communautés conquises, payent un tribut, à Rome en l'occurrence, ce qui est une forme d'impôt, si on veut, mais qui est le signe de leur défaite. Et les Romains inventent très tôt, au tout début du IIe siècle avant notre ère, une façon d'administrer ces territoires conquis, qu'on appelle, ils prennent soin de ces territoires, et ça s'appelle la province, la provincia, et le système de la province inscrit dans l'éternité de Rome la participation de ces territoires conquis. Alors ces territoires, ils ont été conquis par la violence presque tout le temps, enfin, la guerre tout simplement et la victoire. L'administration romaine est coercitive aussi. Il y a des règles imposées par Rome. Seule Rome est maîtresse de la politique extérieure. Seule Rome peut valider les condamnations à mort. Enfin, il y a vraiment tout un ensemble et Rome perçoit le tribut. Mais il y a un système de délégation de pouvoir très considérable dans la mesure où l'essentiel de l'administration quotidienne est faite par les cités et par les élites locales des cités qui font partie de ces provinces. Donc il y a la notion de gestion de la diversité, en quelque sorte. Il y a une gestion de la diversité, il y a une acceptation de la diversité, et la violence, elle perdure sans doute, mais c'est par la loi, qui fait qu'il y a des gens qui sont citoyens romains et des gens qui ne le sont pas. Et que le fait des citoyens romains marque l'appartenance, pas par la filiation, par le sang, mais par la loi, au groupe dominant. Et ce qui fait la caractéristique de Rome, donc je réponds aussi un petit peu à la première question, c'est sa capacité à intégrer dans la citoyenneté romaine des élites locales, mais aussi des communautés tout entières, des cités, au cours de son histoire, au point que la citoyenneté romaine, à force de se diffuser, n'est plus, à la fin du IIe siècle de notre ère, donc d'un temps épais et long, n'est plus un privilège tellement aussi remarquable qu'elle l'est au 1er siècle avant notre ère, où il y a vraiment une différence très forte entre les citoyens romains et ceux qui ne le sont pas. Et cet édit de Caracalla dont on parle, c'est un 212 édit publié en 212 par l'empereur, le fils de Septime Sévère, Antonin le Jeune, enfin Antonin tout court, c'est pas lui Antonin le Jeune, surnommé Caracalla, qui accorde à tous les habitants libres de l'Empire le droit de citoyenneté romaine. Donc, alors tout en gardant des tas d'autres statuts différents, il n'y a pas de suppression de l'esclavage, il y a toujours les affranchis, et après l'édit de Caracalla, un étranger qui vient s'installer à Rome n'acquiert pas la citoyenneté romaine par droit du sol parce qu'il y habite. En revanche, avec l'édit de Caracalla, on abolit la distinction juridique, et pour les Romains, le droit, c'est quand même extrêmement important, entre qui est citoyen et qui ne l'est pas. Donc, on abolit le principe d'un empire tributaire, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, dans le siècle qui suit l'édit de Caracalla, il y a des réformes fiscales extrêmement importantes qui transforment le tribut en impôt payé par tout le monde, y compris par les Romains et par les Italiens. Donc on peut dire qu'à partir de 212, l'Empire romain, qui continue d'exister, change un petit peu de nature, puisque c'est un empire de citoyens,
Mais ce qui ne veut pas dire du tout qu'il est démocratique, ni qu'il est libre, ni qu'il est merveilleux et formidable. Ça reste un système puissant et pas forcément drôle pour tout le monde. Mais il a changé de nature. On n'a plus ce rapport centre-périphérie. Et ce n'est pas complètement une coïncidence si à partir du IIIe siècle, Rome n'est plus nécessairement le lieu de résidence des empereurs. Et si les empereurs commencent à se promener un peu partout dans l'Empire, jusqu'à plus tard fonder Constantinople. Alors, vous faites une transition magnifique. Ce que je relève déjà en vous écoutant, c'est que vous avez parlé impôts. Oui. Et c'est quelque chose peut-être qu'on entendra à nouveau. C'est pas que notre problème à nous aujourd'hui. C'est visiblement un problème très ancien, la question de l'impôt, la question du financement de l'État. Et puis, effectivement, cette notion de centre-périphérie aussi, qui va revenir dans la conversation. Je me tourne vers vous, Arieta Papakonstantinou. Donc vous connaissez, vous travaillez notamment sur la partie orientale de la Méditerranée, Égypte, Proche-Orient, et dans cette période qui est aussi très large, mais qui recouvre l'Empire byzantin et l'Empire islamique. Est-ce que vous pouvez, alors Claire Sotinal a évoqué ce moment où finalement, il va y avoir 2 capitales dans l'Empire romain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tout à coup, il y a une capitale qui est créée à l'Est? Et comment va se gérer le pouvoir entre les 2 pôles avec Rome? Oui, ça c'est... On pense que... Enfin, comme a dit Claire, c'est vrai que l'Empire romain avait quand même beaucoup porté son poids au IIIe siècle, déjà en Orient. Et il y avait, bien sûr, il y a une deuxième grande capitale, une nouvelle Rome qui est fondée, Constantinople, mais entre-temps, il y a quand même toute une série de villes qui sont des résidences impériales, donc on va déjà vers la création d'une deuxième capitale. Nicomédie, Thessalonique, donc il y a les empereurs qui résident déjà dans des capitales orientales, dans des villes orientales. Sont des empereurs nomades? Oui, il y a eu pas mal de travaux sur l'histoire de le pouvoir ambulant. Disons que c'était des empereurs qui étaient toujours en campagne et c'était plus facile de ne pas être coincé dans une ville qui était un peu finalement aux marges de l'Empire. Tel qu'il s'était développé vers l'Orient. Et la fondation de Constantinople est quelque chose de très symbolique aussi. C'est vraiment sur le détroit, c'est une fondation qui contrôle les passages maritimes, qui contrôle les passages terrestres entre Europe et Asie. Et c'est symbolique, c'est stratégique. Et on la fonde pas du tout sur le modèle de Rome, mais sur le modèle d'une ville orientale. Des villes orientales avec des rues à portiques, avec un urbanisme des villes de l'Orient romain. Donc là, on voit, en vous entendant, que l'Empire, c'est extrêmement pluriel. Il y a énormément de diversité. Comment se gère cette diversité? Déjà, c'est un empire qui... linguistiquement, est un empire qui est bilingue, c'est-à-dire que dans la partie occidentale, Rome, les provinces, Espagne, Afrique du Nord, on utilise le latin, même si on parle aussi plein d'autres langues, mais comme langue officielle, quand il passe en Orient, il y a une tradition administrative déjà très ancienne qui se passe en grec, et que les Romains adoptent et ils ne se fatiguent pas à essayer d'imposer le latin, ils acceptent ça comme ça, et c'est ce que disait Claire, cette espèce de capacité d'intégrer ce qu'ils trouvent déjà plutôt que de forcer des changements qui finalement ne leur apporteraient rien. C'est très pragmatique. Et vous avez l'Empire romain d'Orient, qui finalement, où commence l'Orient, où commence pas l'Orient, c'est très... On en parle encore aujourd'hui dans les Balkans. Mais il y a une différence claire qui est linguistique. On s'est beaucoup fatigué à trouver quelle est la frontière linguistique dans les Balkans, justement, pour savoir. Bon, elle est très mélangée, visiblement. On parlait un peu... Il y avait En même temps, les inscriptions, on parle à partir des inscriptions, mais les inscriptions ne reflètent pas nécessairement non plus ce que parlaient les gens.
Et donc cet empire, cette partie orientale de l'empire comment se passe en quelque sorte le décrochage avec la partie occidentale? Le décrochage est très graduel, hein, et il y a beaucoup de va-et-vient aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression on se demande parfois à quel point ce décrochage est aussi une construction des historiens modernes. Parce que quand on lit les textes des Romains hellénophones, on n'a pas du tout l'impression qu'ils considèrent qu'ils ont décroché par rapport à l'Empire romain. Hein, pour eux, ils sont romains. Et ils sont romains jusqu'en 1453, quand Constantinople est prise par les Ottomans. Et les Turcs les appellent les Romains. Les Turcs les appellent les Romains, après, hein, et les Arabes aussi. Donc c'est vraiment une construction, l'idée de l'Empire byzantin, hein, qu'on a du mal à situer, dont on a du mal à situer le début, est une idée le terme byzantin apparaît chez les historiens du XIXe siècle qui commencent à écrire l'histoire de l'Empire romain d'Orient chrétien. Et le vrai changement, en fait, c'est quand l'Empire devient officiellement chrétien, officiellement, en tout cas, quand le christianisme devient une religion acceptée, il n'y a plus de persécution. Quelque part, il y a une rupture, mais qui est plus une rupture perçue par les historiens, je pense, qu'une rupture perçue par les gens de l'époque. Et alors, dans vos travaux, vous voyez justement le surgissement du monde venant de la péninsule arabique, de ce qui va devenir un nouvel empire. Comment est-ce que vous pouvez décrire ce moment 632, mort de Mohammed, le prophète de l'islam, à la Mecque, et première étape de le... Bien après, je pense que la prise de Jérusalem est vraiment un moment qui frappe les esprits, hein, parce que Jérusalem déjà c'était une ville très symbolique, hein, que Constantinople essayait d'imiter, de lui tirer sa légitimité en récupérant des reliques. Donc c'était vraiment une ville symboliquement très importante. Évidemment, la chute de Jérusalem est quelque chose qui fait son effet. Après, il y a la prise d'Alexandrie, autre grande ville très importante. En quoi? En 15 ans? En moins de 15 ans? En une vingtaine d'années. Ouais, c'était 41. C'est assez foudroyant. 34, 41, oui. Donc ça va très vite, et puis ça continue très vite. Et on voit dans les documents administratifs qui sont écrits en Égypte à cette époque-là, il y a ces invocations qui, en général, donnent les dates et invoquent les empereurs. Et puis, il y a un changement qui est, on dit par exemple, au nom de toute puissance qui nous gouverne en ce moment, qui est, on a une impression de non-permanence. Ils ne savent pas trop si ça va rester, si ça ne va pas rester, etc. Un petit flottement. Mais on a déjà l'expérience 20 ans plus tôt de la conquête perse en 619, qui n'a duré que 10 ans. Donc, après, il y a une autre conquête. On met une vingtaine d'années pour être sûr que ça va vraiment être quelque chose de stable. Et ça, on le voit dans les documents d'en bas, les documents qui viennent des chancelleries. Ça, c'est moins évident, parce qu'ils affirment plus leur pouvoir de manière long terme, ils sont permanentes. Merci. Alors, je me tourne vers vous, Anne-Lise Neff. Donc, vous travaillez sur l'Empire islamique et notamment, vous étudiez, oui, c'est ça, la partie occidentale, Afrique du Nord et Europe, finalement, de cet Empire islamique. Peut-être, finalement, alors, peut-être d'ailleurs sur cette question d'Empire islamique, parce que voilà, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'empire arabe, finalement, puisque c'est une conquête arabe? Pourquoi est-ce qu'on parle d'empire islamique? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'empire musulman? Voilà, peut-être un petit travail de définition. Très bonne question et très importante. Alors effectivement, ce qui caractérise... Peut-être un petit peu plus près du micro.
Ou c'est le micro qui Allô, ne fonctionne pas super bien? Ce qui non, je crois que... Ouais. Ça va pas. Oui, ils sont pas là. Alors, est-ce que du point de vue de la technique, on peut avoir une petite vérification? Ouais. Ce qui caractérise, ça va là ou pas? Vous avez un technicien qui arrive. Ça va. Ah, alors, je disais donc, Alors, tout près du micro, du coup, pour vous. ce qui Spécial pour vous. caractérise Regarde le... le micro, t'as ton... Donc je vais y arriver. Ce qui caractérise donc l'empire dit islamique, c'est la rapidité de la conquête. Vous l'avez un petit peu, souligné tout à l'heure. Et je dirais que pour répondre à votre question, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que d'une certaine manière, ce qui va définir ce qu'on va appeler l'empire islamique est quelque chose qui s'établit dans le temps. Puisque, de fait, ce qui existe dans la péninsule arabique n'est pas un empire. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'empire islamique et pas d'empire arabe ou d'empire musulman? C'est parce que, et ça a été très bien montré par des historiens récemment, d'une part, l'arabité n'est pas définie en amont. On ne parle pas d'arabe, ou en tous les cas, on en parle un peu dans des textes, notamment antiques, mais avec un sens en fait qui renvoie au mode de vie, donc mode de vie nomade, etc., mais pas tellement dans le sens d'une ethnogénèse, avec une dimension ethnique. Et c'est au sein de l'Empire que, de manière relationnelle avec les populations conquises, cette notion va être définie. De la même manière, il faut imaginer, alors souvent, les images actuelles nous invitent à voir en quelque sorte les conquérants sortant de la péninsule arabique, leur Coran à la main, et menant un djihad débridé. Or, le djihad, évidemment, n'est pas défini au 7e siècle. Le Coran, c'est également compliqué. L'établissement du texte est un processus long également. Et de fait, l'islam va se définir également dans un contexte islamique en relation avec les autres religions. Et le Coran, effectivement, tel qu'on on envisage le livre tel qu'on le connaît aujourd'hui, finalement, il apparaît 2 siècles après, finalement, ou un siècle et demi. Même la tradition musulmane avance la date du milieu du 7e siècle. Donc, c'est postérieur à la mort de Mohammed. Le fait de le mettre par écrit. Les fragments coraniques dont on dispose aujourd'hui, les plus précoces, datent de la 2e moitié du 7e siècle. Donc, l'idée que ce soit 2 siècles après, aujourd'hui, a été en partie... Donc, on est dans une conquête qui n'est pas du tout religieuse. Alors, pas du tout religieuse, ça n'aurait pas de sens non plus. Mais en tous les cas, pas définie au sens où nous l'entendons, avec des dogmes qui seraient devenus, qui seraient les dogmes musulmans définis a posteriori. Il est probable qu'il y a une forme de conquête menée pour répondre à une volonté divine, mais de manière un peu générique, au moins dans un premier temps. Et de toutes les manières, il est très difficile de savoir ce qu'il en est, puisque nous n'avons quasiment pas de documents en arabe et musulman de cette période-là. Ce qu'on a, c'est effectivement des textes qui ne sont pas des textes musulmans, qui peuvent être écrits en grec, en syriaque ou autre, et où la nature religieuse de Mohammed n'est pas toujours très claire. En revanche, sa nature de souverain est mise en avant. Alors, j'ai toujours pas répondu à la question de pourquoi islamique, donc j'y arrive. C'est parce qu'en fait, on a tendance à utiliser le terme islamique pour, en fait, justement, ne dire ni arabe ni musulman, et pour inclure, en fait, dans cet empire, tout ce qui n'est ni arabe ni musulman, c'est-à-dire l'extrême majorité de la population. Car conquête rapide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire extrême minorité numérique des conquérants. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre en place un empire, vous allez en partie vous inspirer des empires qui existent avant vous,
et que vous connaissez depuis longtemps. Donc l'Empire byzantin, sassanide, ouais. d'une part, l'Empire sassanide, d'autre part. Et vous allez ensuite, sur place, utiliser à la fois des structures administratives et des personnels administratifs, donc aussi des langues régionales assez variées, que l'on retrouve dans les papyrus administratifs des premiers siècles. Et donc, on a affaire à quelque chose qui est extrêmement divers. Et ce que l'on voit également de la part des conquis, et ça a bien été étudié notamment par Jacques Tannous, c'est qu'au départ, quand ils vont arriver, ces conquérants, finalement, leur identité religieuse n'est pas si claire. Et notamment, si on se place du côté des simples fidèles, et pas nécessairement des clercs, eux-mêmes n'ont pas toujours très clair à l'esprit toutes les différences entre les églises, les christologies extrêmement compliquées, et ne voient pas les musulmans d'une manière si radicalement différente, au moins dans un premier temps. Donc les choses sont très progressives. Peut-être une question sur on en a, Claire Sotinel en a parlé tout à l'heure, le rôle de la violence dans, finalement, cette conquête. Est-ce que c'est, oui, effectivement, la force armée qui prime, et comment, assez vite, finalement, elle ne suffit pas ? Alors, je dirais un peu, comme l'a dit Claire tout à l'heure, qu'évidemment, il n'y a pas de conquête sans guerre, donc il y a de la violence. Ces conquêtes, elles sont quand même très rapides, jusqu'à ce qu'on arrive au Maghreb. Là s'ouvre une autre question, mais au moins dans un premier temps, je veux dire que l'Empire sassanide, il s'effondre en quelques années. Alors, probablement aussi parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure Arietta, on sort en fait d'une confrontation titanesque entre Empire byzantin et Empire sassanide qui a considérablement affaibli ces empires. Mais du coup, et c'est un petit peu ce qu'on voit dans les sources, on a aussi beaucoup de tractations, de négociations, et par ailleurs, les archéologues notamment ont cherché des traces, disons, de destruction massive, ne les trouvent pas dans les stratigraphies archéologiques. Donc de la violence, oui, certainement. Une violence, enfin, je veux dire, c'est pas les Mongols, pour évoquer un peuple dont Gabriel est familier, ça n'est pas du tout la même chose. Alors, précisément, Gabriel Martinez-Gros, vous avez beaucoup travaillé sur l'Andalousie, notamment l'Afrique du Nord. Vous avez aussi, vous êtes un spécialiste de ce sociologue, on dirait aujourd'hui, ou géographe, historien, voilà, enfin un homme, un savant en quelque sorte, Ibn Khaldoun, qui voilà, a théorisé en quelque sorte aussi les mouvements politiques qui s'étaient produits avant lui. Finalement, à cette étape où on en est du surgissement de l'empire islamique, finalement, comment se passe ensuite la gestion de cette diversité d'un empire qui est immense, qui s'étend finalement de Bagdad précisément et peut-être même plus à l'est jusqu'à l'Andalousie. Alors peut-être que le grand intérêt d'Ibn Khaldoun, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le grand historien arabe, le plus grand historien arabe probablement du Moyen Âge, un homme du XIVe siècle, c'est d'avoir théorisé l'Empire, c'est-à-dire d'avoir essayé de donner du pouvoir une définition universelle, aussi universelle que possible, et j'ai essayé moi-même de l'étendre encore davantage. En particulier du côté de la Chine, c'est ce qui nous manque effectivement dans cette table ronde. Nous n'avons pas de spécialiste de l'Empire chinois, ce qui est probablement l'Empire par excellence. Alors peut-être qu'il faut dire d'abord que l'Empire, c'est une masse démographique considérable. Bien sûr, vous allez beaucoup entendre parler d'empire probablement dans les jours qui viennent. La plupart des empires dont vous entendrez parler n'ont pas la masse démographique qui caractérise les très grands empires, c'est-à-dire l'Empire romain, l'Empire chinois, qui sont à peu près contemporains l'un de l'autre, qui naissent aux alentours du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ,
et l'Empire islamique qui naît bien des siècles plus tard. Il y a ensuite des pratiques d'empire, ces trois grandes racines d'empire, il n'y en a que trois dans l'histoire du monde, ont des rejetons, un très grand nombre de rejetons, mais ce sont les empires fondamentaux, si j'ose dire, y compris l'Empire islamique qui reprend en large part les limites géographiques de cet empire dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'est-à-dire de l'Empire perse et de l'Empire sassanide, c'est d'ailleurs l'Empire perse, enfin le grand empire perse que les Grecs ont affronté. Bon, un empire, c'est donc une masse considérable, je ne vais pas citer des chiffres, mais bon, c'est plusieurs dizaines de millions d'habitants, ce qui pour nos périodes, où la population mondiale ne dépasse pas entre 250 millions d'habitants à peu près aux alentours de l'ère chrétienne et 300 ou 400 millions à la fin du Moyen-Âge, 350 ou 400 millions à la fin du Moyen-Âge, et colossal, bien sûr. L'Empire romain, c'est peut-être le quart de la population mondiale, il faut bien voir ça. Et l'Empire chinois, c'est à peu près à la même époque, sous les Han, c'est à peu près pareil, c'est le quart de la population mondiale. L'Empire, c'est quoi? C'est d'abord un mot, dont on a déjà parlé, ce mot, c'est le mot impôt. Impôt. L'Empire, c'est d'abord un rassemblement de richesses, un rassemblement forcé de richesses, parce que l'impôt, c'est forcé. Comme on l'a déjà dit, un rassemblement de richesses qui permet d'abord la création de la ville, ou plutôt de la métropole, de la grande capitale, plusieurs centaines de milliers d'habitants, peut-être 1 million, Alexandrie au IIe siècle avant Jésus-Christ, peut-être 1 million d'habitants à Rome, peut-être 700 ou 800 000 à Bagdad, c'est ça, c'est l'énorme métropole où se donne, grâce à l'afflux du capital, grâce à la demande que cet afflux de capital permet, où se donne la division du travail, où se créent des techniques nouvelles, où se créent des métiers nouveaux, et où on obtient donc les seuls gains de productivité possibles grâce à la mobilisation, l'accumulation primitive, comme aurait dit Karl Marx, du capital, se créent les seuls progrès possible dans des sociétés agraires qui sont profondément stagnantes. Et alors, une fois que cet empire a étendu ses frontières, voilà, et une fois qu'il lève l'impôt, voilà, comment ensuite, il alors là apparaît cette diversité. Voilà. Pour Ibn Khaldoun, là apparaît le caractère fondamental de l'Empire, c'est la distinction qu'il fait entre ceux qu'il appelle les bédouins et ceux qu'il appelle les sédentaires. C'est tout simplement que pour lever l'impôt, il faut désarmer l'immense majorité des populations. Les désarmer et les désolidariser. Parce que des populations armées et solidaires ne paieraient pas l'impôt. Et donc enrayeraient totalement le mécanisme du progrès. Donc, il y a dans l'Empire très nécessairement à la fois une promesse de prospérité et une certitude de servitude. L'Empire, c'est d'abord effectivement une force et une force de coercition considérable. Cette force de coercition considérable, ce désarmement des sujets de l'Empire, désarmement général, oblige, alors là c'est la théorie d'Ibn Khaldoun, effectivement, oblige à saisir les ressources de violence dont l'Empire a besoin pour sa police, pour son armée, pour protéger son troupeau désarmé, son troupeau de producteurs désarmés. Il a besoin de recruter de toutes petites minorités dans les marges violentes qui l'entourent. Et donc l'Empire, la caractéristique peut-être par excellence de l'Empire, c'est, dit Ibn Khaldoun, la distinction entre ce qu'il appelle les bédouins, c'est-à-dire les petites minorités en charge de la violence dans l'Empire, et les immenses majorités. C'est les périphéries dont on parlait tout à l'heure. C'est les périphéries, voilà. Et les immenses majorités qui sont les majorités de producteurs désarmés, soumis, fiscalisés. Voilà. Donc, comment on organise l'Empire? C'était votre question initiale. Comment on organise l'Empire? C'est pas le problème. À la limite, enfin si, c'est le problème des sédentaires, c'est-à-dire que l'Empire est profondément coupé en deux.
y compris culturellement. Dans l'histoire des empires islamiques ou des formes islamiques de gouvernement, la plupart du temps, ceux qui gouvernent ne parlent pratiquement pas, dans tous les sens du terme, la même langue que ceux qui sont gouvernés. Et donc, ceux qui sont gouvernés, vous les laissez vivre comme ils veulent, à condition qu'ils payent l'impôt. Parce que c'est ça l'essentiel. Et ceux qui gouvernent, en revanche, appartiennent en général à des minorités extraordinairement solidaires. Toutes les solidarités dont les sédentaires, c'est-à-dire les soumis, sont privés, au contraire, elles sont renforcées au centre, dans le cœur des minorités qui gouvernent. Ces minorités sont ethniquement, le cas échéant religieusement, extrêmement définies, tandis que, au total, la grande majorité des sujets vit sa vie comme elle peut, comme elle veut, à condition qu'elle paye l'impôt et qu'elle accepte le désarmement absolu qui lui est imposé. Voilà. Alors une question donc, qui renvoie à l'intitulé de la table ronde et qui est Empire de Dieu, Empire des hommes. Voilà. Quel est le rôle des religions dans ce que vous décrivez comme dans à la fois le processus de conquête, mais aussi ensuite le processus, je dirais, d'installation. Quelle est la place des religions dans cette gestion des empires? Alors, vous avez très bien remarqué qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, vous n'en avez pas parlé. De la religion. En fait, pour mon cher historien, pour Ibn Khaldoun, la religion, ce qu'il appelle la da'wa, c'est-à-dire l'appel religieux, ça sert à conforter les minorités dans leur tâche de conquête. Tout simplement. C'est un instrument, parmi d'autres, des forces nécessaires pour conquérir et pour installer la supériorité de la toute petite minorité dite bédouine, que lui appelle bédouine, sur l'État. Voilà. C'est à ça que se limite la religion, et quand il a en tête, bien sûr, l'empire par excellence, c'est-à-dire l'empire islamique, ce à quoi il pense, c'est au lien très particulier et qui a permis la naissance de cet empire entre une ethnie, les Arabes, et une idéologie, c'est-à-dire l'islam. Il dit, sans l'islam, jamais les Arabes n'auraient été unis et jamais ils n'auraient réussi à conquérir l'empire islamique qu'ils ont conquis. La preuve, d'ailleurs, pendant des milliers d'années, les Arabes ont erré dans les déserts d'Arabie ou de la Badia syrienne sans réussir à conquérir le moindre des territoires des plus riches empires du monde qu'ils avaient à leurs frontières, en quelque sorte, tout simplement parce qu'ils étaient désunis. L'islam les a unis, et grâce à cette unité, ils ont réussi à faire empire, précisément. Alors, Arieta Papakonstantinou, donc par rapport à cette vision, en quelque sorte, du religieux, presque... Gabriel Martinez-Gros, vous minimisez un petit peu cet élément-là. Qu'est-ce que vous constatez du côté de Constantinople et des premiers temps justement de la conquête musulmane? Oui, je pense que la religion, ça dépend. C'est la vision d'Ibn Khaldoun, qui est quand même quelqu'un qui arrive, après plusieurs siècles de construction d'une idéologie islamique dans un empire qui n'est plus l'empire des débuts. L'empire byzantin, à cette époque-là, est en train de tomber en morceaux. Et évidemment, lui, il a une vision il visite plusieurs villes européennes aussi. Il a une vision un peu hégémonique de ce qu'est un empire. C'est l'empire eux, ils se portent bien, contrairement aux Byzantins à cette époque-là. Quand on regarde les documents qui viennent par le bas, disons, c'est-à-dire les papyrus en Égypte ou autres documents de ce type-là, on a une vision très différente. C'est-à-dire que les conquis dont parle Ibn Khaldoun, bien sûr, vus d'en haut, on les contrôle. Mais on se rend compte que quand on voit leurs écrits, ces conquis, ils ont quand même
une assez grande marge de manœuvre pour négocier avec les élites, avec ceux du village voisin, d'arriver à s'en sortir. C'est une vision un peu noir et blanc qui présente, évidemment, lui, qui est la vision des gens d'en haut. Ce qui se passe dans cette masse, qui est quand même, je ne dirais pas le 1% et le 99%, mais on est à peu près dans ces pourcentages. Oui, hein. Le 99%, il n'est pas complètement sans aucune possibilité d'action. Donc il y a à plusieurs niveaux, on voit les gens négocier les uns avec les autres, négocier avec les élites négocier avec les dirigeants musulmans, enfin, et à l'intérieur du monde musulman, et à l'intérieur des communautés chrétiennes qui se trouvent dans l'Empire musulman, etc. Donc, il y a une diversité beaucoup plus grande qui n'apparaît pas dans la vision proposée par Ibn Khaldoun. Je pense que... Et l'Empire byzantin, ou en tout cas le pouvoir à Constantinople, il y a une articulation aussi, peut-être du religieux et du politique qui est... à Constantinople, c'est... je pense comme aussi dans l'Empire islamique, la religion est à la fois utilisée pour maintenir la cohésion, hein, et les empereurs jouent le jeu de l'Église en grande partie pour arriver à maintenir l'orthodoxie, enfin ce qu'on appelle l'orthodoxie, ça dépend pour qui, hein, mais ce qui est leur orthodoxie, donc ils vont imposer un certain nombre de règles, mais aussi des incitations, c'est-à-dire si vous êtes de la bonne, de la bonne secte, vous pouvez avoir des postes dans l'administration, vous aurez une meilleure carrière. Si vous n'êtes pas, vous êtes... Donc il y a l'incitation et la coercion. Il y a coercition. Il y a un peu les deux. Est-ce qu'il y a une logique de conversion ou pas? C'est-à-dire, est-ce que dans l'Empire byzantin, finalement, l'élite ne tient pas trop à élargir finalement son socle religieux à d'autres? Ça, c'est plutôt le contraire, je dirais, parce qu'on essaye, quand on a un groupe religieux, quand on est chef d'un groupe religieux assez grand, on peut, on a du pouvoir de négociation au niveau impérial. Donc on voit les chefs religieux, mais c'est pas... L'articulation religieuse et politique est un peu complexe, parce que d'un côté, le politique essaye de soutenir le religieux, mais de l'autre, ils sont en conflit aussi, parce que l'empereur et le patriarche, c'est un peu... qui est plus légitime pour prendre cette décision, qui est le plus fort, hein, donc, on est à la fois en conflit, mais aussi en renforcement mutuel. Donc, empire de Dieu, empire des hommes, ça balance de quel côté pour vous? Mais je pense que les empires, c'est forcément des empires des hommes, parce que c'est les hommes qui les gèrent, mais Dieu est toujours là dans le discours, parce que, et c'est pas seulement Dieu au singulier, je pense que c'est aussi Dieu au pluriel, hein, parce que avant Constantin, avant le christianisme à Rome, les dieux jouaient un grand rôle aussi dans toute l'utilisation politique qu'on en faisait. Et c'est pareil dans l'Empire islamique, c'est pareil un peu partout. Et même quand ce n'est pas des empires, on retrouve ça dans les communautés plus petites. Alors Claire Sautinel, avec vous, on revient aussi finalement à cette question de un dieu, des dieux. L'Empire romain, il a dû gérer cette pluralité. Avant d'en venir là, je tiens beaucoup à dire à quel point je ne reconnais pas l'Empire romain du tout dans la description d'Ibn Khaldoun présentée par Gabriel. Je suis vraiment désolé, mais il connaissait très mal l'Empire romain. Oui, non, mais je suis là pour en parler. Alors d'une part, il y a deux choses, on pourrait en discuter à l'infini et ce n'est pas le sujet, mais il y a une chose qui me paraît quand même très importante, c'est que ce que vous décrivez comme étant le fruit de l'Empire, l'idée que l'impôt permet la concentration du capital, des innovations, etc., c'est exactement ce qui se passe avec le monde des cités. Ce n'est pas l'Empire, c'est la ville. Si le monde grec a été un lieu d'innovation, et si Rome l'a été, et le monde étrusque aussi, c'est le phénomène de la cité, c'est le principe de l'organisation politique autour de territoires.
Et c'est l'exercice, on revient au sens le plus minimal d'empire, c'est-à-dire du pouvoir, mais ça, à toutes les échelles, ça fonctionne. Alors ça fonctionne plus ou moins, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup plus d'innovation technique à Rome quand elle dépasse les 500 000 habitants qu'à l'époque où elle en faisait 40 000. Que l'on regarde l'architecture, que l'on regarde les mosaïques, que l'on regarde les moulins à eau ou des choses comme ça, il n'y a pas de corrélation, en tout cas dans l'Empire romain et dans le monde antique, entre la masse critique démographique et le degré d'innovation. Le degré d'innovation, il est quand même extrêmement limité par la part de la population rurale qui vit en situation d'autosuffisance et par la faiblesse de ces surplus qui peuvent être investis dans l'innovation. Mais surtout, il n'y a pas besoin de l'Empire pour que ça marche. L'Empire crée un effet d'échelle jusqu'à épuisement, parce qu'effectivement, Rome a fait jusqu'à sans doute 1 million d'habitants, mais il y a un moment où ça ne marche plus, parce que la complexité de la gestion des ordures, de l'approvisionnement, de la sécurité dans une ville comme ça, mange toutes les capacités d'innovation. Et on trouve plus d'innovation dans des villes éventuellement plus petites, et une innovation qui reste quand même relativement limitée. Donc je pense qu'il ne faut pas... l'invention qui change tout, c'est la ville, et c'est le pouvoir politique. Et l'Empire, pour moi, il y a un changement d'échelle sans forcément un changement radical. Et par ailleurs, un autre élément qui ne marche pas du tout pour l'Empire romain, c'est cette idée de dichotomie forte entre ceux qui auraient le monopole de la violence et ceux qui sont entièrement inermes, désarmés, et qui subissent cette opposition bédouin, non bédouin. Ça n'existe pas dans l'Empire romain. Oui, bien sûr, il y a des empereurs illyriens, il y a beaucoup de Germains dans la garde impériale, il y a des peuples, il y a des Isoriens, des montagnes du Proche-Orient qui sont renommées, alors c'est plutôt chez Arietta que ça se passe, mais entre elle et moi, on a beaucoup de J'avoue, j'ai du mal à situer les Isoriens, mais... C'est une population de montagnes en Turquie actuelle, mais assez proche de la mer, qui ont donné beaucoup d'emplois et beaucoup de soldats renommés au début de l'époque byzantine et sûrement après. Mais je dirais qu'on devient aussi germain, voire goth dans l'Antiquité tardive, si on rentre dans une troupe de germains ou de goths. L'ethnicité des identités est pas fortement marquée, et dans l'Empire romain, n'importe qui peut devenir soldat et le rester, y compris dans un régiment qui aura un nom ethnique mais qui ne l'est pas. Donc ce modèle, il marche quand même pas très bien. Pour moi, il ne caractérise absolument pas l'Empire romain. Sur la question donc de la diversité religieuse. Alors, sur la question et de la relation avec le pouvoir aussi, ça marche, politique. là aussi, c'est très différent, et pardonnez-moi, mais je tenais à le dire. Lorsque l'Empire romain se développe dans un contexte de polythéisme, et de polythéisme civique. Alors, polythéisme veut dire qu'il y a plusieurs dieux, que chaque personne dans la cité où il est, ou en fonction de sa famille, ou éventuellement de son métier, il vénère un certain nombre de dieux dans des cadres diversement officiels, et personne ne cherche à modifier la religion des autres. Pratiquer le culte de sa cité, c'est le privilège du citoyen. Je parlais de la citoyenneté romaine tout à l'heure. Personne n'a envie que la cité conquise vienne vénérer vos dieux. Ce serait pas très brillant pour les dieux en question. On va éventuellement inviter le dieu de la cité conquise à venir s'installer dans le panthéon de votre propre cité, parce que pour s'assurer la victoire, pour enrichir le panthéon. Mais on ne va pas du tout chercher à convertir qui que ce soit. Ce qui donne, en même temps, on est dans la même culture gréco-romaine, donc on retrouve les mêmes dieux partout, donc il y a des assemblages différents. De façon très concrète, ça se traduit par des calendriers. Chaque cité a son calendrier avec ses fêtes où on vénère tel ou tel dieu. Et l'Empire romain ne cherche absolument pas à imposer son calendrier, ni de fête, ni même pour le compute, pour calculer les jours, à tout l'Empire. On voit jusqu'à la fin de l'Empire romain des calendriers
concurrents qui existent, même si le calendrier solaire de Jules César, parce qu'il définit les jours d'entrée en fonction des magistrats, y compris des gouverneurs dans les provinces, devient un deuxième calendrier connu par tout le monde. Alors, il y a quand même eu des difficultés avec les chrétiens et un peu avec le judaïsme aussi. Alors, il y a des difficultés avec les difficultés avec le judaïsme qui se traduisent par les deux grandes guerres juives qui aboutissent à la destruction du temple et à l'interdiction faite aux Juifs d'habiter à Jérusalem et donc là, dans la nouvelle 1er, 2e siècle. 115-130 de notre ère, où après la deuxième révolte juive, Adrien décide que les Juifs doivent quitter cet espace d'où ils fomentent des révoltes. Ce n'est pas du tout une guerre de religion. Ce que les Romains attaquent, ce n'est pas le judaïsme, c'est les Juifs qui se sont révoltés contre les Romains. Lors de la première guerre juive, il est... C'est le terme qu'utilisent les Romains, guerre juive. C'est le terme qu'utilise Flavius Joseph, qui est juif lui-même, et qui écrit un volume qui s'appelle « Histoire de la guerre juive » pour essayer d'expliquer aux Juifs que c'est normal qu'ils aient été conquis par les Romains, qu'ils aient été défaits, parce que la conquête, elle est bien antérieure, mais qu'ils étaient vaincus par les Romains parce qu'ils étaient trop divisés entre eux et qu'ils ne méritaient pas de subsister tels qu'ils étaient avant, et qui essayent de persuader les Romains en même temps que les Juifs, qui ont été massivement tués et envoyés en esclavage au terme de cette première guerre, qui est celle sous Vespasien et Titus, autour de 70 de notre ère, que les Juifs sont estimables, que leur religion est vénérable, qu'il faut la protéger. Donc ce terme, il est utilisé par un auteur juif profondément hellénisé, et voilà, les Romains, ça ne les passionne pas plus que ça, mais ce terme existe. Mais même la première guerre juive aboutit à la destruction du temple, mais ne touche pas au culte véritablement. Il y a une chose importante, c'est que les Juifs qui devaient payer un impôt pour le temple de Jérusalem doivent dorénavant payer cet impôt pour le temple de Jupiter Capitolin, ce qui est un petit peu dur à supporter. Mais c'est à peu près tout. En revanche, la deuxième guerre juive a des conséquences beaucoup plus graves, puisque à Jérusalem, les Romains créent une cité polythéiste en instituant des cultes polythéistes qui rendent cette cité invivable pour les Juifs, qui par ailleurs n'ont plus le droit d'y vivre. Donc c'est beaucoup plus radical. Mais le judaïsme lui-même comme religion n'est jamais interdit, et jusqu'à la fin de l'Antiquité, les autorités romaines reconnaissent des autorités juives, reconnaissent des règles juives, dispensent les Juifs en fonction des accords qui avaient été conclus à l'époque de Pompée au moment de la conquête de Jérusalem, reconnaissent aux Juifs le droit de ne pas prêter serment selon les formes romaines, de ne pas travailler le jour du Shabbat, et un certain nombre de privilèges en lien avec la religion. Donc il n'y a pas de persécution contre les Juifs. Avec les chrétiens, même s'il y a des antipathies variées. Avec les chrétiens, c'est très différent, parce que les chrétiens ont une religion qui n'est liée ni à une cité, ni à un peuple, ni à une ethnie, et qui n'est pas la religion de leur père, qui est une religion nouvelle qui, aux yeux des Romains, n'est pas une vraie religion. Donc les chrétiens, ce qu'on leur reproche, c'est pas leur croyance, c'est d'avoir abandonné la religion de leur père. C'est d'être en quelque sorte les apostats de la religion de leur cité et de la religion de leur père. Et c'est à ce titre que, à l'époque de Trajan, quand Pline le Jeune écrit à l'empereur pour dire « Oh là là, je suis bien embêté parce que là où je suis en Bithynie, il y a plein de gens, c'est des chrétiens, et alors ils vont plus au temple, ils célèbrent plus les fêtes, ils veulent même plus acheter la viande de sacrifice, et les bouchers sont pas contents. Qu'est-ce que je dois... Et les gens se plaignent, les gens me disent qu'il faut les condamner à mort, qu'est-ce que je dois faire ? Et Trajan lui répond en lui disant écoute, faut pas les chercher tant qu'ils ne créent pas de désordre public, mais si tu les trouves, s'il y en a, il faut leur demander de revenir à la religion de leur père, et s'ils ne veulent pas le faire, à ce moment-là, il faut les punir par l'exil, voire par la mort, parce qu'ils refusent d'obéir à un ordre impérial, donc c'est un
c'est un crime de lèse-majesté qui mérite la mort. Donc ça, c'est la situation 1er, 2e, jusqu'au milieu du 3e siècle de notre ère à peu près. Après, la situation change parce que dans le monde romain, alors qu'après l'édit de Caracalla, tous les habitants de l'Empire devenant citoyens romains deviennent aussi des dévots des dieux romains. Il y a une dimension religieuse à cet octroi de la citoyenneté romaine. Alors, ce n'est pas à la place des dieux de leur cité, à la place de leur calendrier, mais en plus d'être citoyens, mettons, de Carthage et de suivre le calendrier de Carthage, ils sont aussi citoyens romains, donc ils doivent aussi respecter les fêtes romaines et pratiquer les sacrifices que pratiquent les Romains. Et ça, à mon sens, ça entraîne une sorte de déplacement du religieux, des différentes fonctions du religieux dans la vie politique, dans la structure sociale de l'Empire romain. Et ça crée une forme très imparfaite qui ne gomme pas les diversités, mais une forme d'homogénéité au sein desquelles le judaïsme est effectivement isolé, mais il est bien calibré, bien borné par des règles anciennes. Mais le christianisme, quand il y a des problèmes, c'est plus seulement un crime de lèse-majesté par désobéissance à un ordre de l'empereur, c'est une rupture d'une certaine cohérence d'un empire qui, il se trouve au IIIe siècle, est particulièrement menacé par des guerres, par une grosse épidémie très générale, une pandémie qui éclate au milieu du IIIe siècle, par d'une instabilité politique parce qu'il n'y a pas de dynastie qui réussit à s'installer. Et on voit en 250 l'empereur Dèce qui, pour essayer de restaurer l'Empire, c'est un moment l'ego attaque, il y a la peste, enfin, on appelle ça la peste, c'est pas la peste, mais c'est très grave quand même. Il décide de demander à tous les habitants, à tous les citoyens, donc maintenant à tout le monde, de participer à un sacrifice pour le salut de l'empereur et de l'Empire. Il le demande à tout le monde, mais il le demande avec vérification individuelle, ce qui est très original. Et il s'avère que s'il y a des chrétiens qui font ce sacrifice, s'il y a des chrétiens qui se font remplacer par un copain qui va aller faire le sacrifice à leur place en se faisant passer pour eux, s'il y en a qui vont en vacances juste à ce moment-là pour essayer de ne pas le faire, il y en a quand même qui refusent devant le magistrat, qui sont emprisonnés, envoyés aux mines, parfois mis à mort, et ça prend une telle ampleur que ça s'appelle pour les chrétiens la première grande persécution, qui montre qu'il y a une sorte de problème chrétien, qui fait que la persécution s'arrête parce que l'empereur meurt dans sa lutte contre l'ego, mais 10 ans après, l'empereur Valérien fait la même chose. Et puis... en un mot, parce que donc, pour arriver tout de suite à Constantin, et donc cette relation qui va changer entre le pouvoir politique et le christianisme. Cette relation, elle change parce que... Alors, je pense que ces persécutions, elles sont importantes parce qu'elles placent le christianisme à un niveau de connaissance un peu général qui n'existait pas avant, même si les chrétiens sont encore très, très minoritaires. Et au début du IVe siècle, parmi tous les candidats à l'Empire qui existent en même temps, l'un d'entre eux, Constantin, décide, pour des raisons sur lesquelles les historiens s'écharpent encore beaucoup, mais il décide de choisir comme dieu protecteur de sa dynastie et de son propre destin, le dieu des chrétiens. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, en 312, il persuade son collègue Licinius de publier un édit qui, non seulement, une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois, autorise le christianisme, rend possible le christianisme, mais qui le formule non pas en disant « bon, ces chrétiens nous cassent les pieds, mais comme on ne peut pas les éradiquer, laissons-les faire ce qu'ils veulent », ce que disait Galère en 308, Constantin et Licinius disent « tout le monde peut adorer Dieu de la façon qu'il veut, la façon dont les chrétiens le font est particulièrement remarquable, donc il faut laisser tout le monde libre de sa religion. » Et ça ouvre un pan nouveau de l'histoire des relations entre religion et empire. Merci. Anne-Lise Neff, en ce qui concerne donc l'Empire islamique, comment se noue et comment se développe finalement à travers l'histoire cette relation entre le pouvoir politique et les religions? Alors je dirais qu'il y a
plusieurs aspects à prendre en compte. D'abord, le fait qu'on est face à une diversité religieuse qui est forte et reconnue, puisqu'encore une fois, hein, les non-musulmans sont majoritaires très longtemps. Dans certaines régions, 12e, 13e. Voilà, dans certaines régions jusqu'au 13e, dans d'autres un peu avant, probablement plutôt le 10e, notamment dans l'Occident islamique, donc très tardivement. Donc ça implique donc de donner une place à ces religions qui sont, et notamment donc, le judaïsme et le christianisme. Il faut bien comprendre que dès la période de la péninsule arabique, christianisme et judaïsme sont très importants. Et on les retrouve de manière assez intense dans le Coran. Il y a une sorte de dialogue entre ces religions. Donc une diversité religieuse qui est reconnue, mais qui va impliquer donc, parce que si l'empire est diversité, il est aussi hiérarchie, il est aussi organisation, de donner un statut, notamment donc à ceux qu'on appelle les gens du livre, judaïsme, donc christianisme et zoroastrisme. Et plus tout un tas de petits groupes qui en fait vont réussir à se mettre dans le groupe des gens du livre pour pouvoir bénéficier du statut en question. Et ce statut donc, est un statut d'infériorité religieuse, il n'y a pas de doute là-dessus. La religion des conquérants est supérieure. Ça se voit fiscalement, d'une part, ça se voit aussi dans le domaine judiciaire, mais dans le même temps, ces groupes ont une liberté religieuse, du moment évidemment qu'ils n'insultent pas la religion dominante. Et on voit d'ailleurs que dans les premiers siècles, on continue à construire des églises, enfin qu'il y a vraiment il n'y a pas de baisse de ce point de vue. Donc pratique religieuse, mais aussi droit de se régir par son propre droit, notamment évidemment dans le domaine civil, et c'est donc très important. Donc une hiérarchie religieuse qui est pensée. Deuxième chose, il faut bien imaginer que le calife, donc l'empereur qui est à la tête de l'empire islamique, en fait précisément parce qu'il est le représentant d'une religion qui est minoritaire, il doit quand même penser à gouverner, y compris pour ces sujets qui ne sont pas, alors on les appelle des croyants dans un premier temps, puis musulmans dans un second temps, qui ne sont donc pas de cette religion. C'est exigeant de développer notamment un langage politique, et je dirais un universel, parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas parlé. On a parlé de coercition, et la coercition existe. On a parlé d'impôt, et l'impôt existe. Mais si on accepte de payer l'impôt, et si on accepte de se reconnaître dans un empire, c'est aussi parce qu'il y a un universel partagé. Donc, de ce point de vue, il faut qu'il puisse parler, y compris à des non-musulmans. Quand vous dites un universel partagé, c'est quoi? C'est une culture partagée ou au contraire, finalement, il y a des cultures très différentes? C'est quoi cet universel? C'est deux choses un peu différentes. C'est d'une part donc une culture politique partagée, je dirais une culture du bon gouvernement, qui va puiser à plusieurs sources, y compris d'ailleurs musulmanes, mais pas seulement. Et puis c'est peu à peu la mise en place, je dirais, d'une arabité, donc qui n'est pas une arabité ethnique, qui est une arabité précisément culturelle, linguistique, et qui peut donc être assumée, y compris par des groupes qui ne sont pas de religion musulmane, voire qui sont bilingues, sans problème, enfin, voire qui sont souvent bilingues. Mais on sait par exemple qu'une des premières grandes grammaires arabes a été rédigée par un persan. Par exemple. Et je voudrais insister quand même sur un autre point sur lequel peut-être on n'est pas assez revenu tout à l'heure. C'est d'une part la diversité interne au sein même de la religion musulmane, qui fait que les choses ne sont pas si tranquilles que ça, y compris au sein du groupe des conquérants. Énormément de révoltes dans les premiers siècles, notamment de ce qu'on va appeler après les chiites, ou de ce qu'on va appeler après les kharijites. Donc en fait, la définition même de l'islam n'est pas, comme religion, n'est pas un long fleuve tranquille. Le sunnisme, en fait, est le dernier des courants
à apparaître. Il va devenir majoritaire, il va se définir comme une majorité, mais par opposition en fait à des courants qui ont été majoritaires dans un premier temps. Donc ça, c'est tout à fait important. Et puis d'autre part, on ne l'a pas dit encore jusqu'à maintenant, mais une des questions, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur patriarche et empereur, c'est au fond comment est géré le religieux et le politique au sein de l'Empire islamique. Alors il n'y a pas d'église, à proprement parler. Et dans un premier temps, on a pu dire, notamment que les califes omeyyades, donc ceux de la première dynastie islamique, avaient tenté en quelque sorte de se présenter comme les lieutenants de Dieu, comme les représentants de Dieu sur terre, sur une période relativement courte, dans des conditions un peu compliquées sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais assez rapidement, ce qu'on voit se former, c'est un groupe de spécialistes du religieux, ceux qu'on va appeler les oulémas, jusqu'à maintenant, qui sont donc les savants religieux, et qui apprécient assez peu que les califes se définissent comme les lieutenants de Dieu. Et ils vont les redéfinir donc comme les successeurs du prophète de Dieu, ce qui est évidemment pas tout à fait la même chose, puisque le lien direct, si je puis dire, avec Dieu est légèrement médié, de toute évidence. Donc en quelque sorte, on les ramène disons, à une fonction qui aurait pu peut-être se développer vers une forme de divinisation, et on en retrouve, on retrouve cette tentation dans certains courants chiites, mais qui en tous les cas, dans le sunnisme majoritaire, donc, va être bloquée en quelque sorte par cette reprise en main, si on peut dire, des oulémas, du religieux par les oulémas. Alors, les empires naissent, vivent et meurent, et les tables rondes aussi. Et donc, il nous reste un quart d'heure pour avancer sur cette thématique, et ensuite il y aura un temps de questions avec vous dans l'assistance. On aura une petite demi-heure. Peut-être donc pour évoquer la fin des empires. Voilà, pour reprendre un peu l'ordre chronologique, Claire Setinel, en quelques mots, l'Empire romain, est-ce qu'il s'effondre? Est-ce que c'est les invasions barbares qui le détruisent? Est-ce qu'il se délite? Comment est-ce qu'il a disparu? Alors, il ne disparaît pas entièrement. L'Empire romain, c'est un empire méditerranéen, et il dure avec l'Empire byzantin. Donc, il y a vraiment une région il y a des régions de l'Empire dans lesquelles l'Empire disparaît, y compris l'endroit où il est né, c'est-à-dire l'Italie et Rome, mais l'Empire continue d'exister. Il continue d'exister même là où il a disparu, parce que ce soit dans le royaume franc, dans le royaume visigothique, dans le royaume gothique d'Italie, dans l'Afrique vandale, tout le monde sait qu'il y a un empereur à Constantinople, plus tard à Byzance, enfin c'est le même, qu'il est détenteur d'un pouvoir très particulier, et les relations diplomatiques des rois, ce qu'on appelle les rois barbares, avec Constantinople, ne sont pas de même nature que les relations diplomatiques que ces rois ont entre eux. Donc cet empire, d'une certaine façon, ne disparaît pas, ce qui est une façon mais enfin, dans notre Europe à nous, quand même, cela dit, il s'effondre. Alors, moi, je préfère dire qu'il se déconstruit plutôt qu'il s'effondre, parce que quand on dit qu'il s'effondre, on a l'impression, c'est le collapse bien connu, et si à la mode en ce moment, on a l'impression que vraiment tout fout le camp et que tout tombe en ruine et en poussière, alors qu'en fait, le processus par lequel on pourrait parler d'une déprise administrative et militaire de l'Empire, exactement ce qui se passe dans beaucoup de régions en Occident, et ce qui se passe par exemple avec la Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne, qui était une province romaine. Au début du 5e siècle, les Bretons demandent à l'empereur d'envoyer de nouveaux généraux, parce que les généraux étaient partis en Italie pour essayer de devenir empereur à la place de l'empereur, et ça n'a pas marché. Et l'empereur Honorius leur répond en disant écoutez, non, j'ai plus d'argent, j'arrête de payer l'armée, c'est plus la peine de payer les impôts, donc débrouillez-vous tout seul. Voilà, c'est un effondrement d'une certaine façon, c'est une faillite politique pour Rome, mais c'est une décision politique. On a conservé la lettre, qui a été transmise par des textes. Donc on voit bien comment ça s'est passé. Donc c'est un rétrécissement progressif. C'est un rétrécissement progressif. Alors ça peut être par
renoncement, comme avec la Bretagne ou le Norique. Ça peut être par tentative de délégation. Les Romains disent aux Alamans, vous ne voudriez pas défendre l'Empire à notre place, et puis vous prélevez les impôts directement sur place, comme ça on n'a plus besoin de vous envoyer un tribut, et ça se passe très bien pendant une centaine d'années. Hein. C'est pas des politiques complètement d'échec. Donc on délègue on installe les militaire Visigoths en Aquitaine et puis en Espagne. Parfois c'est des vraies conquêtes. Les Vandales, ils ont demandé à personne l'autorisation d'aller prendre les villes d'Afrique et de prendre Carthage et de s'installer en Afrique. Mais petit à petit, entre le début et la fin du 5e siècle, l'empereur, qui réside toujours en Italie, non plus à Rome, mais d'abord à Milan, puis à Ravenne, perd l'administration directe de toutes les anciennes provinces occidentales de l'Empire, à l'exception de la Sicile. Et encore, la Sicile devient vandale. La Sicile devient vandale au milieu du 5e siècle. Et le roi Odoacre, qui est le premier général à avoir dit finalement, on n'a plus besoin d'empereur en Italie, appelez-moi roi en toute simplicité, et je gouvernerai très bien tout seul. Et il a la très bonne idée, parce que la Sicile, c'est extrêmement important pour approvisionner Rome, eh bien, il loue la Sicile aux Vandales. Il leur paye un loyer pour pouvoir retrouver l'approvisionnement sicilien. Donc un roi qui va remplacer les empereurs. Je me tourne vers vous, Arietta Papakonstantinou. Quand se passe-t-il à Byzance? Alors, Byzance, là aussi, on est dans un rétrécissement. Oui, là aussi, je pense que rétrécissement, c'est pas forcément le meilleur mot non plus, parce que il y a un rétrécissement, mais ça regrandit, ça se réagrandit, et il y a un nouveau rétrécissement, c'est un peu en accordéon. Ça dure pendant 1000 ans à partir de la fondation de Constantinople, pendant un siècle ou deux en parallèle avec Rome, après tout seul. On peut parler de rebondissement. Je pense que le mot de déconstruction, ça me plaît bien. C'est vrai qu'en même temps, c'est régional. Là aussi, dans l'esprit, je pense, des gens de l'époque, il y a une partie de l'Empire qui est déconstruite, mais il y en a une autre qui est, on se développe de l'autre côté. Et on est dans une continuité de rebondissement qui bouge à travers la Méditerranée. Et ça grandit. On va vers l'Asie mineure aussi et vers le Caucase. Donc, on va vers les Balkans d'ailleurs. Pardon, juste pour mentionner, effectivement, puisqu'on parle beaucoup de l'Ukraine en ce moment, c'est de Constantinople finalement qui est venu finalement la légitimité religieuse, le premier prince chrétien de la Russie, de la Rousse. Ça c'est vrai, mais ça se passe très très lentement. Au début, les Russes sont des espèces de barbares qu'on essaye de convertir pour des raisons politiques plus qu'autre chose. Mais après, ils reprennent ça. C'est vrai que c'est aussi le christianisme tel que l'ont développé, le christianisme politique en particulier, tel que l'a développé quelqu'un comme Eusèbe sous Constantin, est un outil impérial absolument extraordinaire. Ça donne toute une théologie politique dont peuvent se servir. Et puis, il y a toute une série de souverains qui se disent « Tiens, ça, c'est pas mal ». Donc, il y a une part politique. Après, dans les conversions, aller savoir pourquoi et comment. Effectivement, il y a des conversions qui sont plus religieuses, mais pas forcément chez les souverains. Et pour faire un petit pas déjà vers la table ronde de demain matin, donc l'Empire byzantin cède sous les coups de l'Empire ottoman. Est-ce que l'Empire ottoman est un successeur de l'Empire byzantin pour vous? Je pense qu'il se pose, au début en tout cas, il se pose très clairement comme successeur de l'Empire byzantin. Mehmed II est quelqu'un qui est très, très soucieux de continuité, pour les mêmes raisons d'ailleurs que les Omeyyades au 7e siècle développent une espèce d'idéologie politique qui est dans la droite ligne de l'idéologie romaine, où le souverain est le garant de la
de la justice pour tous les sujets. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais c'est le discours qu'on vend aux habitants de l'Empire. Vous pouvez toujours faire une pétition, jusqu'aux Fatimides, hein, on fait des pétitions au calife. Toute personne dans l'Empire peut faire. En pratique, toute personne ne peut pas parce que ça coûte de l'argent. Mais c'est une idéologie qui existe depuis Rome et qu'on reprend très consciemment parce qu'on sait que c'est une façon d'assurer la paix sociale aussi. Donc des formes d'organisation qui vont survivre aux empires. Et on retrouve ça chez les Ottomans dans un premier temps, en tout cas. Gabriel Martinez-Gros, donc fin des empires, là aussi Ibn Khaldoun a théorisé. Bien sûr, bien sûr. Et pour une fois, il rejoint Claire Sautinel, ce qui va lui faire plaisir. C'est-à-dire que la crise fondamentale des empires, les deux crises fondamentales des empires, mais c'est la même en fait, c'est la crise financière et la dislocation. Tout simplement parce qu'il coûte très cher, finalement, de dessaisir les communautés naturelles, que ce soit les familles, les cités, les tribus, de leur solidarité et de leur capacité à se défendre. Parce que dès lors que vous les privez de leur capacité à se défendre, il faut les défendre. Et vous les défendez donc par des armées professionnelles qui n'existent pas à Rome, mais enfin qui existent quand même, et qui coûtent de plus en plus cher. C'est-à-dire que l'Empire est écrasé par le dessaisissement de ses propres sujets. Il est écrasé par les tâches qu'il s'est données à lui-même en privant ses sujets de toute autonomie, en quelque sorte. C'est la complexité qui était évoquée. Et donc oui, l'Empire romain meurt de la même manière que l'Empire abbasside. L'Empire abbasside meurt de la même manière que l'Empire romain, excusez-moi Claire. Il meurt de la même façon que l'Empire byzantin et il meurt de la même façon que beaucoup de dynasties chinoises. C'est-à-dire que le problème principal, mais c'est le même problème, hein, c'est ce que vous disiez à propos d'Honorius, de toute façon j'ai plus d'argent pour conserver cette province périphérique. En outre, les provinces périphériques, dans la mesure où elles ont été moins choyées par l'Empire, sont un peu plus capables de se défendre, puisqu'elles ont été moins dévitalisées, si vous voulez, par l'Empire. Et donc, presque tous les empires, c'est là qu'on peut essayer de théoriser un peu plus, presque tous les empires meurent de la même façon, c'est-à-dire du poids écrasant de l'État, en fait. Ils meurent de leur poids, sous leur propre poids, et presque toutes les explications, mais depuis très très longtemps, depuis Gibbon, depuis Montesquieu, etc., presque toutes les explications sont des explications intérieures. L'Empire meurt de l'intérieur. Presque toutes les explications insistent sur le fait que les barbares ne sont que l'instrument de la crise intérieure. Ce sont des crises intérieures qui détruisent les empires, peut-être parce que les empires se voient naturellement tellement centraux, y compris chez Ibn Khaldoun, qu'ils se voient comme tellement centraux qu'ils n'acceptent pas l'idée que ce sont des forces extérieures qui les tuent. Peut-être qu'après tout, ils ont tort. Mais ils vivent avant tout leur déclin, leurs difficultés, etc., comme des difficultés intérieures. Et pour Ibn Khaldoun, est-ce qu'il y a nécessairement un autre empire qui arrive à la fin d'un empire? Oui, nécessairement, parce qu'il y a un peu d'ordre qui se rétablit dans le désordre. Donc c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut simplement pour reconstituer un empire, il faut une masse, encore une fois, une masse productive, fondamentalement. Et c'est là qu'Ibn Khaldoun comprend tout, d'ailleurs. Parce que pourquoi Ibn Khaldoun est-il le plus génial des penseurs du Moyen-Âge? Tout simplement parce qu'il a vécu la peste et qu'il a comprise, qu'il en a tiré une leçon. Il a été le seul, d'ailleurs, à en tirer une leçon politique. C'est-à-dire que quand la population disparaît, l'impôt disparaît, l'État disparaît. Il n'y a plus rien. On ne s'assoit pas sur des baïonnettes, disait je ne sais plus qui. C'est tout simplement, vous pouvez avoir toute la violence que vous voulez. Si vous n'avez pas les producteurs, si vous n'avez pas la ra'aya, comme on dit en arabe, c'est-à-dire les sujets, le troupeau, parce que ça veut dire ça au départ, le troupeau de ceux qui travaillent et qui payent l'impôt, il n'y a plus d'empire, évidemment. La peste, quand même, c'est un peu radical.
Et alors, je signale, parce que vous constatez que Gabriel Martinez-Gros est passionné par Ibn Khaldoun, et vous sortez, vous me disiez tout à l'heure, en 2024, Oui. une anthologie de Ibn Khaldoun. Donc, tous les fans d'Ibn Khaldoun dans la salle pourront consulter cet ouvrage. Anne-Lise Neve, je me tourne vers vous, parce que quand on a discuté avant cette table ronde, à un moment, vous m'avez quand même un peu scotché. Vous m'avez dit, mais l'Empire islamique, en fait, c'est pas seulement les Omeyyades, c'est pas seulement les Abbassides. Il faut peut-être aller jusqu'à l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, ça nous amène quand même jusqu'en 1922, je crois, quand le califat est destitué. Alors, c'est aussi long que ça, l'Empire islamique ? Alors de fait, je dirais que depuis tout à l'heure, on parle de disparition, déclin, mort, effondrement. On pourrait peut-être aussi parler de la résilience des empires. C'est-à-dire que finalement, l'idée impériale, c'est quelque chose qui est extrêmement long, par rapport notamment aux constructions nationales, qui sont toutes brèves. Et du point de vue islamique, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que on a une adaptabilité extrêmement importante et un maintien en fait de l'horizon impérial, que une partie des régions de l'Empire islamique sortent de l'Empire islamique. On continue à les voir comme devant y retourner un jour. Je parle de l'Occident islamique. Au Xe siècle, on a 3 califats, mais en fait, on n'a jamais eu une telle densité impériale, d'une certaine manière. Au XIIIe siècle, on sait que pour Bagdad, ça ne se passe pas très bien, mais l'idée impériale ressurgit à l'ouest. Et finalement, effectivement, l'Empire ottoman est un prolongement de cette conception. Et je dirais même plus largement, et là ça ouvrirait à d'autres débats, il faudrait faire une place à tout ce qu'on a appelé l'impérialité seconde. C'est-à-dire en fait tous ces gouvernements, toutes ces formes d'État qui ne sont pas des empires au sens juridique du terme, c'est ce que disait tout à l'heure Claire, mais qui en fait gouvernent et ont un horizon impérial. Et ceux-ci sont extrêmement nombreux au cours de l'histoire. Donc plutôt que de mort des empires, moi je parlerais plutôt de résilience des idées impériales et de l'horizon impérial. Et l'influence, qui est un terme contemporain, est-ce que c'est une façon secondaire des empires seconds d'exister aujourd'hui? La notion d'empire, est-ce qu'elle se traduit par la notion? Alors, il peut y avoir des tas de manières, effectivement, de maintenir leur influence, soft power, etc. Tout ça, c'est des choses dont on pourrait parler pour des périodes anciennes comme pour des périodes modernes. C'est une manière, évidemment, d'essayer précisément l'universel qui fait tenir l'empire ensemble, de le faire partager à d'autres d'une manière ou d'une autre. Et là aussi, pour ouvrir sur les tables rondes de demain, est-ce que l'État-nation que vous avez mentionné signe la fin des empires, ou bien est-ce que les empires vont contre-attaquer? Je dirais bien malin qui le dira, mais d'une certaine manière, ça peut amener à faire réfléchir, notamment si on prend l'Union européenne, pour prendre un exemple un peu précis, où on a quelque chose qui pourrait ressembler à un empire, et pourtant ça marche pas si bien, parce que probablement il manque un universel. Sans vouloir, mais bon, je laisse ça ouvert. Bon, on est sympa pour les tables rondes de demain, on leur a ouvert des pistes. Oui. Voilà, merci à tous les 4, et donc on va ouvrir la période des questions. Voilà, donc la première question est pour un étudiant de Sciences Po Aix. Enfin, c'est un étudiant, ça aurait pu être une étudiante, mais c'est un étudiant. Oui, nous vous écoutons. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'ont dit Claire Sautinel et Anne-Lise Neve à la fin, à la conclusion. Claire Sautinel a dit l'Empire continue d'exister même là où il a disparu. Ensuite, Anne-Lise Neve, vous avez parlé de résilience d'Empire. Donc oui, il y a une déprise militaire et administrative de l'Empire, mais qu'en est-il de l'emprise culturelle? La notion de centre et de périphérie reste. On parle encore de province, par exemple en France, tout ce qui n'est pas Paris est la province. Pour citer un autre exemple, statistiquement, les hommes penseraient encore beaucoup à l'Empire, et notamment à l'Empire romain. Il y a une idéalisation certaine du passé impérial. Les souverains d'aujourd'hui ont des modèles d'hier chez les empereurs, donc d'hier. Donc ma question serait la suivante, est-ce que l'Empire aurait gagné la bataille culturelle? Est-ce que
Est-ce que l'Empire aurait gagné la bataille culturelle? Voilà, donc qu'est-ce qui... Oui, Alors, je vais Anne Lisnef. rebondir sur ce que vous venez de dire. Et Il y a... n'hésitez pas à lever les bras pour que je vous situe, voilà, et pour que votre tour vienne ensuite. Pardon. J'en prie. Il y a un livre très intéressant qui est sorti récemment, qui s'appelle L'Empire de velours, qui a été rédigé par Todd, mais son prénom m'échappe, c'est pas Emmanuel. L'autre, son fils, et qui est... Pardon ? David. David, j'ai entendu. Merci. Et qui est donc un ouvrage très intéressant qui montre précisément cela. C'est-à-dire qu'en fait, y compris quand on parle d'empire colonial, de début des empires coloniaux au XIXe siècle, une grande partie en fait de la diffusion d'une idée impériale passe par la culture en particulier. Donc là, je serai tout à fait de votre côté de ce point de vue. Et on en a des exemples pour la période islamique. Si on prend par exemple l'Empire fatimide au Xe siècle, celui-ci va mobiliser des moyens très, très intéressants en fait, de répandre son idéologie. Alors il pose en fait que le monde est divisé en 12 îles et il va donc envoyer des propagandistes, y compris dans des lieux qui ne sont pas musulmans, pour porter son idéologie. Mais il utilise également, et là ça va plus loin, les réseaux chrétiens et les réseaux juifs pour divulguer pour diffuser plutôt son influence politique et économique. Donc, de toute évidence, cette question est absolument fondamentale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est une question passionnante qui pourrait faire l'objet d'un débat à soi tout seul. Je pense que la permanence de l'idée d'empire et l'attachement à l'idée d'empire, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très visible dans l'Europe du Haut Moyen-Âge et très longtemps après, et peut-être la plus belle réussite de l'Empire romain en termes de conviction et de diffusion d'un modèle, ce sentiment d'appartenir à une collectivité plus vaste que l'espace dans lequel on vit, qui passe aussi par des réseaux d'information intéressantes. L'idée, longtemps, presque plus d'un siècle après la disparition de l'Empire romain, il y a des gens qui continuent à dater d'après la 80e année après le consul Basilius, en utilisant des modes de datation impériale, qui sont une façon très, très puissante de s'inscrire dans un espace différent. Et il faut peut-être, alors pas forcément distinguer, mais articuler cette idée d'empire, ce sens d'appartenance qui est l'écho d'une réussite de l'intégration et d'une force de conviction du modèle proposé, à des efforts de reconstruction politique et de répétition de modèles de domination d'un peuple sur un espace conquis. Et c'est toujours très intéressant. Effectivement, vous parliez... Alors, je ne parlerai pas de l'article du New York Times sur combien de fois par jour vous pensez à l'Empire romain auprès des hommes américains, qui est très, très amusant, mais posé d'une façon un peu particulière. Ils y pensent tous, en moyenne, plus de 2 fois par jour. C'est réconfortant pour un professeur d'histoire romaine, on aimerait aller enseigner là. Tous les efforts de construction de type impérial, on pense à Charlemagne, au Saint-Empire romain germanique, on pense à Napoléon Ier, on pense... Alors je laisserai de côté les empires coloniaux que je connais mal et qui ont des mécaniques en partie différentes, mais je pense à Mussolini proclamant solennellement la renaissance de l'Empire romain. Ça, c'est des efforts plus appliqués et qui sont aussi des efforts d'imitation politique qui sont sans doute un petit peu différents. Mais cette idée d'empire, c'est effectivement une résilience des empires, mais ces idées d'empire, elles sont parfaitement compatibles avec d'autres formes politiques. Et le gigantisme de l'empire sur lequel Gabriel insistait à fort juste titre, c'est quelque chose qui est assez écrasant. Au fond, après avoir longuement travaillé sur la fin de l'Empire romain pour le livre que j'ai publié chez Belin, j'avais envie de terminer en disant
La fin de l'Empire romain, c'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est aussi quelque chose de libérateur, la fin d'un empire, surtout que ça n'empêche pas la fin de l'idée de l'empire. Et c'est en ça que votre question, je la trouve très intéressante. Alors, y a-t-il des bras qui se lèvent? Des mains? Oui, monsieur. Il faut, vous savez, c'est maintenant qu'il faut lever les mains parce que Le temps que le temps passe. Le temps que le micro arrive. Si vous souhaitez poser des questions, il faut vraiment vous montrer maintenant. Je vois aussi un monsieur là. Oui, la définition d'un empire comme percevant un tribut pour assurer une protection, ça fait immédiatement penser au monde mafia. Oui, c'est un peu ça. Oui. Et donc, quelle relation est-ce que dans une histoire longue, on peut essayer de tracer entre l'existence de mafia et l'existence d'empire? Est-ce que l'empire remplace les mafias? Ou est-ce que les empires préfigurent les mafias ou les mafias préfigurent les empires? Eh bien, est-ce que quand les empires décroissent de pouvoir, les mafias prennent du pouvoir? Enfin, on va vérifier si Ibn Khaldoun a envisagé cette hypothèse. Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Ça va de soi. Oui, bien sûr. Les mafias, les gangs, les cartels et même les organisations djihadistes ne sont possibles que s'il existe, c'est-à-dire ces petites minorités qui, au total, visent au pouvoir et qui s'en emparent, même s'il y a beaucoup d'autres choses dans le pouvoir, et on l'a très, très, très bien dit à propos de la traîne culturelle des empires. Mais ça suppose que l'immense majorité soit désarmée. Si les immenses majorités ne sont pas désarmées, ce qui est le cas dans les États-nations, elles ne sont pas désarmées. Les mafias n'existent pas. Les cartels sont impossibles. Parce que il faut, pour que d'assez petites minorités s'emparent du pouvoir, vous savez, le plus grand cartel de la drogue latino-américain, le Primeiro Comando da Capital à São Paulo du Brésil, c'est 30 000 frères, car c'est une confrérie. Et on n'y entre que si on est recommandé par un confrère. C'est tout, c'est 30 000 membres pour un pays de 214 millions d'habitants, c'est le Brésil. Et bon, alors il y a une autre confrérie importante dans le Nord. Mais vous voyez que ces petites minorités ne l'emportent. Et les empires sont généralement constitués par la victoire de petites minorités. On l'a dit à propos de la conquête arabe, c'est une toute petite minorité. C'est les 1%. Ces petites minorités ne l'emportent que parce que les immenses majorités sont désarmées. C'est avec cette logique que les États-nations ont brisé à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et c'est peut-être cette logique qui est en train de revenir aujourd'hui. Oui. Merci. Anne-Lise Neff. Non. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, ça c'est... Arietta. Effectivement, je pense que le côté désarmé d'une partie de la population, ou de la grande partie de la population est important, mais en même temps, il y a aussi, dans la conception de tout ça, il y a une question de légitimité. C'est-à-dire que, finalement, pour créer un empire, et on appelle un empire un groupe qui aussi politiquement se réclame d'une légitimité politique qu'il tire on ne sait pas très bien, des prédécesseurs, de quelque chose, et ils font appel éventuellement à la formation politique précédente à laquelle ils succèdent, d'où cette espèce de rebondissement des empires tout le temps aussi, alors que ces groupes se définissent comme des groupes qui sont des contre-pouvoirs, qui vont contre cet État légitime. Et ils prétendent jamais être un État, en fait. Et ils tiennent le pouvoir localement par des mécanismes très parallèles, mais sans l'idéologie qui est une idéologie de construction étatique très, très différente. Merci. Donc, on va prendre deux questions. Donc, un monsieur qui est... Bon, alors, on peut prendre celle-ci, et puis ensuite un monsieur qui est juste derrière, voilà.
Ensuite, donc, on prendra une question avec Madame, et puis il me semble que j'ai vu un... D'accord, voilà. Oui, Alors, je voudrais un peu dire ma frustration, parce qu'il y avait Empire des hommes et Empire de Dieu. Mais il a disparu, Dieu, dans l'affaire. Ah oui, Alors, c'est comme ça. il n'y a pas que dans ce débat. C'est quand même un peu... Enfin, ce qui ressort quand même un peu de vos tableaux successifs, c'est que lorsque les empires se portent bien, l'Empire romain, par exemple, bon, on n'a pas franchement besoin de Dieu. Mais lorsque les choses commencent à mal tourner, alors là, et finalement, petit miracle, je me référerai à la Cité de Dieu d'Augustin. Lorsque l'Empire des hommes fait faillite, l'Empire de Dieu, lui, s'installe. Et il s'installe durablement. Alors, Voilà, merci pour la question. Je pense que Claire Sotinel pourra répondre. Mais attendez, on va prendre la deuxième question. Voilà, monsieur, voilà, c'est ça. Levez bien le bras pour que les porteurs de micro puissent vous voir. Merci. Oui, bonjour. Il y a un empire que vous n'avez pas évoqué, parce que c'est peut-être à la marge de la question, justement, empire de Dieu, empire des hommes. C'est un empire qui fut éphémère, qui était pourtant contemporain, même antérieur à l'empire romain. C'est bien sûr l'empire d'Alexandre, qui n'a laissé comme trace que quelques noms de villes ou de villes de l'Égypte à l'Europe centrale et même l'Asie centrale. Et cet empire-là, on peut se demander dans quelle mesure il mérite le nom d'empire par rapport aux définitions que vous avez exposées, puisqu'il n'a pas eu le temps, suite au décès bien sûr prématuré d'Alexandre, qui, à ma connaissance, n'a jamais porté le titre d'empereur. Dans quelle mesure donc cet empire, qui est pourtant connu comme tel, mérite le nom d'empire, alors qu'il n'a eu aucun des attributs que vous avez évoqués, justement le tribut, la religion, etc. Une deuxième question sur l'Empire byzantin. Dans quelle mesure le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident a pu peser pour asseoir la légitimité de l'Empire byzantin? Merci. Alors Claire, sur la première question. Très vite, peut-être sur Alexandre, parce que c'est rapide, effectivement, on n'en a pas parlé, mais l'Empire d'Alexandre, il laisse bien plus que des noms de villes, il transforme l'organisation des espaces sur lesquels il s'installe, mais surtout, ce qu'il laisse, là pour le coup, on rejoint la fin de la discussion, c'est l'idée d'empire. Parce que vraiment, tous les empereurs romains cherchent à être un nouvel Alexandre, c'est le modèle d'empire, donc l'imaginaire de l'empire, il se développe beaucoup avec ça. Sur la question, je comprends votre... Et je voudrais juste dire qu'il traverse aussi tout l'imaginaire de l'Empire islamique. Tout à fait. Oui. Et alors pour la question, je partage un peu votre frustration, sauf que en fait l'Empire de Dieu, ça n'existe pas véritablement, comme le disait, je ne sais plus si c'était Arietta ou Annelise, que les empires, ils sont effectivement faits par les hommes. La Cité de Dieu d'Augustin, c'est pas un moment où l'Empire de Dieu va remplacer l'Empire des hommes parce que les choses vont mal. La Cité de Dieu d'Augustin, c'est de dire les choses vont mal en ce moment, mais il y a bien d'autres périodes où les choses sont allées mal. Et en fait, la Cité de Dieu, elle n'est pas de ce monde, elle est d'ailleurs. Et que les hommes se débrouillent avec leurs empires. C'est ça la Cité de Dieu. C'est pas du tout de mettre Dieu à la tête de l'Empire terrestre. C'est exactement l'inverse. Ce qui se passe et qui est très intéressant, qu'on n'a pas mis en valeur, on parlait tout à l'heure de l'empereur, ou du calife, qui est le représentant d'une minorité religieuse et qui doit gouverner les croyants et les non-croyants, ce qui minimise le rôle de Dieu. Mais ce qui se passe entre l'Empire romain et l'Empire byzantin, c'est qu'après 212, l'empereur, pour la première fois, n'est plus le représentant d'une minorité religieuse, mais le chef de la religion de tout le monde. Et très progressivement, parce que ce n'est pas encore le cas avec Constantin, mais effectivement, quand l'Empire se christianise, les empereurs cherchent à reconstituer cette majorité au bénéfice du christianisme. Et effectivement, il me semble, tu me corrigeras si je me trompe, mais que dans l'Empire byzantin, il y a une aspiration à une cohésion parfaite entre la volonté divine et la volonté politique, et l'empereur est redevenu, mais pour tout le monde, sauf quelques minorités, un représentant, une partie de l'autorité religieuse. Alors, on passe tout de suite la parole à Arietta. Oui, non, c'est vrai. Et puis, c'est le moment où on commence à montrer aussi les images de couronnement des empereurs où Dieu leur met la couronne sur la tête, etc. Donc, c'est vraiment une image de l'empereur, pas
représentant, mais en tout cas choisi par Dieu, qu'il est là parce que Dieu l'a voulu, qui est aussi une façon de se légitimer. Mais en même temps, les débats avec le patriarche sont très souvent parce que le patriarche est celui qui va couronner l'empereur. Si le patriarche, en fait, refuse de couronner l'empereur, et il y a eu beaucoup d'usurpateurs, et pour devenir empereur, les usurpateurs devaient être couronnés par le patriarche. Si le patriarche refusait, on avait un petit problème. Et le schisme, donc, la question sur le schisme. Oui, et pour le schisme, donc l'autre question, c'est quelque chose qui se passe de façon, on donne une date qui est une date clé parce que le patriarche et le pape ou les légats du pape se sont mutuellement excommuniés. Donc c'est un moment très important, mais en fait on a continué à se considérer comme une seule église pendant un certain temps. Mais c'est un processus qui commence très tôt, la divergence théologique sur toute une série de sujets, en particulier au VIe siècle, au 5e et au VIe siècle, avec la querelle dite chalcédonienne, c'est-à-dire où c'est une question de savoir si le Christ avait une nature ou deux natures. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, c'est très compliqué, mais toutes les provinces orientales qui ont fini par être conquises par les Arabes, mais qui jusque-là étaient encore dans l'Empire, avaient une version, suivaient une doctrine, et les empereurs ont essayé pendant très longtemps de faire des compromis. Et le pape s'y opposait. C'est finalement le pape qui a gagné, et puis Constantinople s'est coupé des provinces orientales. Et toutes ces choses. Donc, et plus tard, il y a une autre controverse, et c'est pareil. Avec Rome, Rome et Constantinople ne sont pas d'accord sur des petits détails. Donc c'est quelque chose qui se prépare depuis le 5e siècle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive au moment du soi-disant schisme. Et après, ça continue. On continue de discuter. Quand on sent le danger turc, on commence à essayer de faire l'union des églises. Donc c'est quelque chose qui est très présent. Donc c'est pas une date brutale. Gabriel Martinez-Gros, sur l'Empire d'Alexandre. Alors avec Alexandre, il n'y a pas le poids démographique que vous avez mentionné tout à l'heure. Tout à fait. Si. Alexandre ne fait que conquérir un empire. Il faut quand même le rappeler. Il ne fait que conquérir l'Empire perse. C'est-à-dire que l'Empire existe avant lui. Le désarmement a été fait pendant des siècles, d'une part par l'Empire assyrien, puis par l'Empire perse lui-même. Donc il conquiert des populations profondément désarmées, ce qui est quand même beaucoup plus facile que de conquérir des populations armées. Sans vouloir aucunement limiter les mérites d'Alexandre. Mais l'Empire, il est déjà là. C'est pour ça qu'Alexandre le conquiert en 10 ans. Et il s'arrête aussitôt que les limites de l'Empire perse s'arrêtent. Il s'arrête aux frontières de l'Inde, il s'arrête aux frontières de l'Asie centrale, là où s'arrêtaient les frontières de l'Empire achéménide qui l'avait précédé. C'est-à-dire qu'il y a des siècles de construction impériale qui ont précédé Alexandre. Alors, merci. Et ensuite, son empire se disloque. Contre son gré, il semble bien qu'il avait l'intention de l'installer à Babylone, qui était la capitale de fait de l'Empire perse. C'est une ville de très grande et de très vieille autorité et ampleur. C'est la première grande métropole. C'est sans doute 100 000 ou entre 100 et 200 000 habitants à l'époque d'Alexandre le Grand. Merci Gabriel. On va prendre d'autres questions. D'accord. C'est juste parce qu'il ne reste plus que 10 minutes. Et il y a au moins deux questions. Il y avait Madame devant. Il me semble qu'il y avait une question un peu par là, mais voilà, vous. Oui. Est-ce qu'il y a des questions au fond? Parce que parfois on ne regarde pas au fond. Oui, une question. Voilà. Donc on va prendre 3 dernières questions. Madame. Donc je voulais un petit peu compléter la question de Renaud, parce qu'il n'était pas allé au bout, je pense. Elle était bien sa question, mais
sur les hommes qui pensent plus à l'Empire que les femmes, je pense que la réponse est intéressante à apporter. C'est vrai qu'on a peu de femmes dans tout ce qui a été dit, même si on a 3 femmes sur scène. Est-ce qu'il y a des rôles particuliers des femmes? Est-ce que l'absence des femmes dans le désir impérial vous dit quelque chose? Et par ailleurs, il y a aussi la notion de progrès dont vous avez parlé, la notion d'innovation dont vous avez parlé. Est-ce que vous considérez que l'Empire apporte un progrès, ou en tous les cas une innovation? Et vous avez parlé de population, si je ne me trompe pas, rurale stagnante. Est-ce qu'on est... D'économie stagnante. Comment? Il faut oui. raccourcir, pardon. Parce voilà, donc quel est le... Est-ce que l'Empire est progrès? Forcément. Alors, ça c'est une... Non, on répond pas tout de suite. Décidément. Monsieur ici. C'est une vraie question. C'est une vraie question. De toute façon, là, on entre dans la période de la frustration, puisque les réponses absolument. vont être extrêmement courtes. Justement, ma question va peut-être un peu compléter cette notion de progrès, puisqu'en fait, moi j'ai bien compris, l'effondrement de ces empires est aussi lié non seulement à leur propre poids de l'administration, mais surtout à des effondrements économiques. Donc, est-ce que... Fiscal. Voilà, Fiscal les effondrements fiscaux, et aussi, notamment pour beaucoup d'empires, les détournements des flux économiques. Donc, Donc, votre question? Oui, ma question, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est un peu la même que celle de madame. Oui. Donc, est-ce que pour maintenir un empire, il ne serait pas question d'avoir une économie qui soit stable avec des institutions stables? Donc, qu'est-ce qui fait que ces institutions n'ont pas pu durer? Très bien, merci. Et donc, on va tout au fond. Oui, je voudrais préciser que les Romains pratiquaient aussi le rapt des chefs des territoires conquis, qui était assez dissuasif. Et j'ai vu dans un documentaire, il y avait une école là de tous ces enfants, et ils devenaient romains, bien sûr, parce que les 3/4 des gens sont complètement clownés. Nous, en mai 68... Donc, pardon, c'est une remarque ou c'est une question que vous faites? Bon, après, je voudrais savoir si Théodose, parce que je voudrais parler de religion, puisque personne n'en parle, tout le monde a le trouillomètre à 0. Alors, est-ce que... Théodose, on n'a pas parlé de Théodose. Théodose, il avait créé un réseau d'évêques qui sont des simples flics, de la flicaille. Et les religieux, les chrétiens, c'était des gens qui pratiquaient le suicide, le martyre, tout ça, et c'était pas des tendres comme Cybèle et Mitra. Je voudrais savoir si c'est pas ça qui a détruit les Romains aussi. Le rôle de Théodose, d'accord. Alors, on va démarrer avec vous, cher Gabriel. Oui. Mais attention, je vais être impitoyable. Non, c'est très bref. C'est une très bonne question, mais justement, tous les deux, c'est une question dont on n'a pas la réponse. Il est très évident que, par exemple, Ibn Khaldoun, qui a été administrateur de l'Empire, ou un administrateur à pratique impériale, était, lui, tout à fait persuadé que c'était la seule forme possible de gouvernement, et la seule forme possible, je ne dirais pas de progrès, mais tout simplement de douceur des mœurs, l'Empire. Que c'était beaucoup. Il n'y avait le choix qu'entre l'Empire et la tribu. Et l'Empire, c'était mieux que la tribu. Voilà. Cela dit, je n'en suis pas sûr. Moi, je suis incapable de vous le dire. C'est une excellente conclusion, je trouve. Voilà. C'est la conclusion. Arietta Papa-Constantinou, alors je ne sais pas si vous voulez répondre à la question sur les femmes. Oui, ça c'est difficile, mais je pense que c'est aussi très lié, l'absence des femmes, c'est aussi très lié à la place qu'avaient les femmes dans ces empires. C'est-à-dire qu'il y a toute l'éducation féminine depuis... Bon, ça se mord un peu la queue, c'est-à-dire que ce n'était pas des affaires de femmes, etc. En même temps, on nous dit, il y a régulièrement des résurgences d'histoires sur le chercher la femme, comment Livie a été très importante dans ceci, comment telle impératrice, etc. Et il y a eu des femmes, enfin dans l'Empire byzantin, il y a eu un nombre quand même assez impressionnant de femmes impératrices seules ou co-impératrices.
et des femmes qui ont essayé d'être impératrices sans y arriver, comme Anne Comnène. Donc, il n'y a pas tellement... l'absence, elle est, je pense, très liée au fait que les femmes étaient très contraintes dans ces sociétés, mais il y en a qui essayaient quand même. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui n'est pas... qui est de nature, mais plus de culture, si je puis dire, pour cette absence des femmes, enfin, tel que je... Sûrement des domaines de recherche à explorer. Anne-Lise Neff, alors, progrès et empire, quand on pense... J'aurais voulu quand même... Alors, je vous en prie. Femmes, si c'est possible, parce que ça m'intéresse plus. Alors, il se trouve que dans l'Empire islamique, en fait, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé de plus en plus. Alors, de fait, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment il faudrait les appeler, des califettes ou des... Enfin, il n'y en a pas. Mais il y a des femmes puissantes, très puissantes, notamment des mères, des épouses, avec essentiellement deux types de figures, si on peut dire. On est en train de réévaluer, par exemple, pour la période omeyyade, donc qui est le 1er siècle, le rôle des mariages, et donc le fait que les califes se marient avec des femmes puissantes, qui font partie des plus grandes tribus, notamment. Et puis pour la période postérieure, en fait, ce qu'on voit, donc à partir des Abbassides, à partir du 8e siècle, ce sont plutôt des concubines, au départ esclaves, qui font partie du harem, qui vont donner naissance à des fils, qui vont devenir des califes, qui à ce moment-là changent de statut, d'une part, et surtout peuvent devenir extrêmement puissantes. Et donc là, on est un petit peu en train de revisiter, enfin, je dis on est en train de revisiter, on le savait déjà depuis le début du XXe siècle, mais il y a quand même un travail de fond qui est en train d'être fait, qui est tout à fait intéressant sur ces questions, et il semble bien que ces femmes-là, elles aient des vrais désirs d'empire. Très bien, donc moi je vous tendais la perche, c'est passionnant, je vous tendais la perche sur Bagdad et tous les savants qui ont pu être réunis au temps de l'Empire abbasside, mais ce sera donc pour une prochaine fois. Claire Sautinel, donc peut-être la question sur Théodose, et là aussi malheureusement je vais devoir être impitoyable. Je coupe pas Théodose forcément, et j'ai pas le trouillomètre à zéro du tout. Mais ce que j'ai entendu dans la question ne correspond à rien historiquement. Théodose n'a pas établi de réseau d'évêques. Oui, bien sûr, les chrétiens ont été des martyrs, mais pas du tout à la même époque. Rien à voir avec le culte de Cybèle. Enfin bref, la question, c'est vrai qu'on a peu parlé de... Enfin, on n'a sans doute pas parlé de la religion, et en tout cas on n'a pas parlé de Dieu, parce que Dieu lui-même, le pauvre, n'a pas grand-chose à voir avec les empires. C'est un débat d'historien. La religion, c'est très important, et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais surtout pas ça. Et surtout pas ça parce que, en fait, la religion est un facteur extrêmement important qui constitue les empires avec d'autres. En tant qu'historien, on ne peut pas l'étudier à part. On n'est pas des théologiens et on n'est pas non plus des polémistes qui sommes là pour promouvoir ou déglinguer la religion. À l'époque de Théodose, il y a encore... il n'y a sans doute pas une majorité de chrétiens dans l'Empire romain à l'époque. Il y a des gens de confessions extrêmement diverses. Et ce que vous avez évoqué ne correspond à rien de ce que je connais. Alors, je ne connais pas tout dans l'Empire romain, hein, mais je dois dire que... Très bien, c'est une excellente conclusion aussi. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous demain pour la prochaine table ronde. Bonne soirée.